Et bonsoir tout le monde. Salut Kevin, salut Julien. Salut Aurélien. Salut, salut Aurélien. Bon, et ben c'est parti 19 heures. Merci de me rejoindre pour ce petit webinaire live consacré au Return to Play. On attend jusqu'à 130 personnes ce soir. On va laisser les gens se connecter gentiment et pendant ce temps, du coup, je vais en profiter pour vous présenter. Alors, je vous rappelle que ce live est organisé par Kinvent, spécialiste du monitoring du mouvement pour les professionnels du sport et de la santé. Et j'ai avec moi deux intervenants. C'est un que vous m'avez déjà vu côtoyer en ligne, c'est Julien Cramet, kiné, excuse-moi mon Julien, kiné, formateur, kiné de nombreuses équipes sportives. Aujourd'hui, il sévit encore dans le sport auto. Il a longtemps évolué évidemment dans le judo, son sport de prédilection, mais aussi dans l'haltérophilie. Et aujourd'hui, formateur dans de nombreuses écoles. C'est cool, merci de venir donner ton point de vue là-dessus. Avec plaisir, à ton service. Et puis j'ai Kevin Caillot, Kevin qui est sport scientist, qui a suivi et conseillé plusieurs médaillés mondiaux et olympiques. Il a bossé en France, à l'étranger, roulé sa bosse comme on dit. Et puis maintenant, il est directeur de la recherche et du développement chez Kinvent. C'est là que je l'ai vraiment rencontré autrement qu'en ligne au travers de ses productions. Une belle rencontre. Kevin, merci d'être là ce soir. Merci Aurélien, c'est un plaisir. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un petit peu moi qui anime cette soirée quelque part. Meneur de revue ce soir, Aurélien Broussel-Derval, préparateur physique pour le coup, cette fois. En charge de différents sports, notamment les sports de combat, le sport auto aussi, le golf, le tennis. Ça dépend un petit peu en fonction des gens qui passent par mon centre FitStation. Puis, j'ai aussi rejoint l'équipe Kinvent récemment, et avec grand plaisir, puisque j'utilise tout ce matériel de monitoring depuis quelques années maintenant, et que c'est une vraie valeur ajoutée pour les kinés comme les préparateurs physiques. Ce dont on parle ce soir, les gars, c'est le RTP. Souvent, on prend ces acronymes pour gagner un petit peu de temps, mais derrière, c'est bien le Return to Play qui se cache. Donc, un concept essentiel qu'on rassemble un petit peu sous le terme de réathlétisation en France, souvent, même si la réathlétisation peut être un petit peu plus large que tout ça. Le Return to Play, c'est cette intention finale de ramener un athlète qui était blessé ou qui a subi une opération vers le terrain. Et donc, important de savoir ce qu'on y fait, à quel moment on intervient là-dessus, à quel point la personne est fit to play. C'est ça la vraie question. Et peut-être qu'avant de demander l'avis du kiné sur cette phase-là, je vais me tourner vers le sport scientist pour qu'il nous rappelle un tout petit peu les différentes phases qu'on a après une blessure ou une opération. Alors avec plaisir Aurélien. Écoute, alors ces phases, il y a plusieurs manières de les découper. C'est vrai que le plus connu, c'est ce qu'on fait sur le ligament croisé antérieur, par exemple, où on a en gros 5 phases qui se présentent. La première phase, vraiment juste après l'opération, qui dure environ 2 semaines et qui va vraiment considérer la gestion de l'inflammation en aiguë, l'œdème, qu'on appelle une phase de récupération immédiate. Ensuite, il y a une deuxième phase où on s'occupe essentiellement de ramener un contrôle moteur de base. On reprend la marche. Voilà, une fonction neuromotrice somme toute sommaire, sans les béquilles. Alors là, on pousse à peu près 4 semaines de plus. Ensuite, donc sur le ligament croisé, on considère 2 phases. Parfois on considère qu'une seule. Mais en gros, on a cette phase 3 qui est centrée sur vraiment, on amorce la restauration de la force, de l'équilibre et du contrôle. Et puis ensuite, on évolue vers une phase encore plus complexe où là, on va retourner, notamment, c'est souvent celle-là qu'on appelle le retour au running, le retour à la course à pied. On amorce aussi, avec la course à pied, le travail de l'agilité et du saut de base. Et puis enfin, on rentre dans la dernière phase,
la phase vraiment de retour au sport qui va aussi nous intéresser ce soir et qui consiste, qui doit se terminer par le retour à un entraînement en pleine capacité. On verra ensemble que retour à un entraînement en pleine capacité, c'est pas nécessairement le retour à la performance. On aura l'occasion d'en discuter. Bon, alors avant de donner la parole à Julien, évidemment, voilà, nous on parle beaucoup de la phase 5, la phase finale, ce retour sur le terrain, qui, de manière un petit peu provocatrice, hein, j'ai opposé les kinés et les préparateurs physiques. Vous savez que je n'en pense rien et que pour moi cette phase est une phase de collaboration tous azimuts, au contraire, et que c'est justement le moment où il n'est plus question de précaré, il est question d'interpénétration des espaces, justement. C'est le moment où il faut qu'on travaille main dans la main et tous sur le même terrain. Bon, dans les faits, il y a une vraie concurrence hein, dans les staffs de haut niveau. On l'a tous vécu, des chasses gardées un peu, des endroits où on a peur d'aller, chacun fantasme un petit peu sur le terrain de l'autre, et puis on a du mal à se coordonner, alors même que c'est le moment où justement il faut se parler un maximum, où il faut collaborer au maximum. Et du coup, c'est hyper important que j'ai maintenant la vision sur ce return to perf du kiné. Donc oui, effectivement, Aurélien, c'est vrai que dans ces différentes phases, justement, la collaboration entre le kiné et les prépas physiques, elle est super importante et elle se fera sous différentes formes en fonction des phases. Les premières phases, en tout cas, qui sont vraiment des phases de réhabilitation, où on a vraiment déjà la première phase qui est une phase inflammatoire, on aura quand même un rôle prépondérant du kiné pour justement gérer cette inflammation. On a un sportif qui est très handicapé finalement, qui est quand même vraiment invalide, et on aura des soins de trophicité pour essayer de diminuer la douleur, pour essayer de contenir l'inflammation qui est nécessaire à la cicatrisation, mais qui peut avoir des effets secondaires néfastes, notamment sur la douleur en tout cas, et puis sur une éventuelle un enraidissement, une amyotrophie, une perte de force. Donc ça va être effectivement le plein rôle du kiné. Mais il ne faut pas oublier aussi que la réathlétisation, ce terme-là, donc comme tu le disais, où finalement souvent elle est directement en fait relayée à la dernière phase, elle existe à partir de la blessure, à partir du post-opératoire, et où effectivement, donc, dans certains cas, ça peut être le kiné, mais là, la collaboration, elle peut être intéressante, et le prépa physique peut s'occuper justement de toutes les annexes. Les annexes, c'est toutes les articulations, toutes les parties du corps, et notamment aussi les capacités cardio-respiratoires qui ne sont pas atteintes. On prend l'exemple du LCA, donc, puisque c'est effectivement l'exemple que tu as proposé. Et donc à ce moment-là, il va falloir s'occuper de l'autre genou, il va falloir s'occuper des chevilles, il va falloir s'occuper aussi des membres supérieurs, du tronc, du gainage, de la stabilité, pour déjà anticiper les phases suivantes. J'ai coutume de dire que si on a la moitié d'un sportif, alors on peut travailler presque à fond. Et donc, assez régulièrement, je plaide pour arrêter d'arrêter. C'est-à-dire que concrètement, c'est pas parce que on est gravement, même très gravement blessé, on parle d'un LCA, c'est lourd, c'est long, et pour autant, non seulement on peut continuer à s'entraîner sur des paramètres centraux, comme la force ou l'endurance métabolique, mais en plus de ça, on peut aller explorer des choses qu'on n'a pas le temps d'explorer par ailleurs, parce que les journées font que 24 heures, les temps de récupération sont de minimum 6 heures pour la plupart des qualités physiques, et donc il y a certains paramètres qu'on fait le choix de ne pas entraîner ou qui s'imposent comme un non-entraînement par la force des choses. Et du coup, c'est vrai que finalement, c'est l'opportunité de passer commande pour l'entraîneur, pour le kiné, envers le préparateur physique en l'occurrence, pour tourner autour du pot et aller chercher des contenus qu'on n'a jamais le temps d'aller chercher. Je pense à la mobilité de la scapula chez les judokas, puisque vous preniez le LCA typiquement. Bon voilà, il peut travailler que sur le haut du corps. On sait que c'est un point faible chez les judokas, une exposition de la blessure à très moyen terme très répandue. Peut-être qu'effectivement, un travail hyper intensif sur la mobilité et le contrôle moteur de l'épaule
tout indiqué dans cette période-là, bien au-delà de simplement maintenir les capacités fonctionnelles de base. On parle de les améliorer même. On peut sortir plus fort encore de cette phase-là. C'est ça, et c'est d'autant plus important. Effectivement, je rebondis là-dessus, Aurélien, puisque d'un point de vue psychologique, Kevin nous en reparlera aussi tout à l'heure, mais où finalement le sportif a la possibilité de vivre cette blessure, cette période de convalescence, presque comme une chance, en fait. Une chance finalement qu'il a de développer d'autres capacités. Et c'est le témoignage que j'ai et qu'on a sûrement aussi des nombreux sportifs qu'on peut être amené à suivre, où finalement ils ont pu développer justement ces capacités-là aux membres supérieurs parce que ils se sont fait un croisé et qu'ils ont eu l'opportunité et qu'ils ont vu aussi les améliorations et que finalement, in fine, ils ont développé des compétences et des qualités motrices, physiques qu'ils n'avaient pas le temps de développer. Donc ça peut changer un petit peu leur façon de faire leur activité, mais en tout cas, au final, pour leur performance in fine, donc après blessure, c'est bénéfique. Bon, néanmoins, voilà, à ce stade de la réflexion, on arrive à se mettre d'accord sur, peu importe le nombre de phases que l'on établit, il y a effectivement une période de cicatrisation qui est nécessaire, qu'il faut respecter, qui est parfois en plusieurs phases, qui s'étend. On a effectivement une phase de réathlétisation et ensuite une phase de réentraînement. Ce qu'on voudrait savoir là ce soir, c'est si cette 5e phase de retour au sport, et on va vous poser la question là sous forme de petit sondage, si ce retour au sport, vous le gardez en un seul bloc ou si vous le divisez en 2. La question va vous être posée. Voilà, vous voyez un petit point rouge apparaître sur la dimension poles sur le côté. Et normalement, vous allez pouvoir interagir là-dessus et nous donner votre sentiment. Pourquoi je vous pose la question? Parce que cette phase 5, qui est générique un peu, ce retour au sport, on peut en fait la dissocier quand même en 2 phases. Le return to play et le return to perf. C'est-à-dire qu'on est fit to play, on est paré à rejouer, on est paré à reprendre notre activité, très bien. Mais est-ce qu'on est bel et bien au même niveau de prestation physique que nous avions avant la blessure? Et ça, c'est une autre affaire. Et c'est là que souvent, on s'expose tristement à la surblessure, à la reblessure, parce que on est reparti trop fort, trop vite sur des repères qui ne sont plus les bons. Et même si on a pris le temps, et peut-être que c'est encore pire si on a pris le temps de l'entraînement concomitant, comme soulignait Julien, parce qu'on se sent en forme, on se sent extrêmement prêt, seulement sur le membre lésé, on n'a pas retrouvé la fonctionnalité qui répond à notre repère initial et à notre volonté. Si je reformule ce qu'on aborde finalement, c'est au moment où on dit qu'on s'entraîne à plein pot, à pleine intensité, est-ce que le week-end d'après, on va aussi faire le match? Donc en fait, c'est un petit peu ce qu'on questionne ici. C'est est-ce qu'on considère qu'on est capable de s'entraîner à pleine intensité veut dire aussi nécessairement qu'on est capable d'aller en match, d'aller en compétition également à pleine intensité. Alors effectivement, merci de reformuler. C'est rigolo, on a un 50-50 parfait dans notre sondage. La moitié d'entre vous scindez cette phase 5 et puis l'autre moitié reste sur un seul et même bloc de temps. Je pense que ce qui est important au fond, c'est d'identifier qu'on doit avoir des repères pour savoir à quel moment on évolue sur notre continuum. Je pense qu'on n'est pas vraiment sur des phases scindées en réalité, on est plutôt sur un continuum, même plusieurs continuums complexes sur chacun des facteurs, et que ça y est, le oui prend le dessus, du coup on est à 57%. Plus on parle et plus le oui prend le dessus. C'est ça. On influence les résultats là. C'est biaisé. C'est le principe des sondages, je crois, c'est d'influencer les résultats, mais normalement c'est l'inverse. Du coup, ce qui est important, c'est de prendre des repères. Et un des repères qui me paraît hyper important et qui est quand même sous-exploité dans notre univers pourtant de performance et de santé, un univers qui par ailleurs est bardé de capteurs, bardé d'objectivisation je pense à la médecine, je pense
à la compétition, hein, pas qu'à la compétition sportive. Dans l'industrie, par exemple, on laisse rien au hasard, on mesure tout, on observe tout, on analyse tout. Et nous, alors qu'on parle de santé des gens et de haute performance, de kiné et de préparation physique, eh ben, on se rend compte que finalement, le réflexe de la data est très tardif et un peu poussif. Qu'est-ce que tu en penses, Kevin? Alors, d'une manière générale, effectivement, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la tendance actuelle, elle est sur un changement de paradigme sur le retour au sport. Donc, il y a bien sûr certaines pathologies qui font locomotive. On parlait du ligament croisé antérieur, mais on a vu récemment émerger aussi des formules avec critères sur les blessures ischio, sur les blessures aux adducteurs, sur l'épaule. Forcément, plus c'est présent et plus vite on innove et on arrive. C'est déjà de se dire que le temps n'est plus un critère d'évolution. Le temps, on va dire qu'on a des datas statistiques sur certains temps minimaux pour l'ensemble du processus. Voilà. On n'a pas plus. L'évolution au sein du processus, c'est une évolution sur base de critères. Donc, qui dit critères dit qu'on objective, on quantitative, on mesure quelque chose et on avance d'une phase, d'un objectif à un autre, suite à la validation de certains critères. Donc ça, c'est déjà très important. Et donc forcément, ça place au centre du processus la donnée. On vient quantifier. Et derrière, après, on a même des débats aujourd'hui. Là, très récemment, on a vu sortir quelque chose sur le BJSM, British Journal of Sports Medicine, qui posait question des up-tests par rapport aux sauts verticaux, par exemple. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on a besoin de quantifier. Et quand on dit quantifier, il y a plein de façons de quantifier. On quantifie aussi bien des tests, on va dire, avec on va dire, un chrono et puis une mesure, hein, le test typiquement. Et puis plus ça va et plus on a un certain nombre de matériels qui sont disponibles très facilement. Notamment, je pense aux plateformes de force qui, quand j'ai commencé ma carrière, c'était 40 000 euros. Maintenant, à moins de 2 000 euros, vous pouvez en avoir. Donc, effectivement, on peut mesurer des choses et à partir de ces mesures, on peut évoluer. Et puis, ça pose la question encore plus de la data, c'est-à-dire qu'on était habitué à mesurer pendant le processus, et on en parlera peut-être un peu plus tard, mais aussi, on va de plus en plus vers une mesure préventive. Si jamais il se passe quelque chose, on a les datas et on sait à quoi comparer. On arrête de comparer une jambe blessée à une jambe déconditionnée, par exemple, ce qui ne fait pas forcément sens. Ouais. Donc là, il y a effectivement ces notions de data antérieure qui sont très très importantes. Hein, si je résume un petit peu notre réflexion à ce stade, parce que effectivement, si on n'a pas de réflexe de data anticipative, on se retrouve à comparer rien puisqu'on n'a pas de repère. Et cette notion de temps qui devient finalement qui reste importante, hein, mais qui est un critère parmi d'autres. Et le temps que Julien prenne la parole là-dessus, ce que je vous propose, c'est de répondre à la question suivante. Quels sont les critères que vous utilisez pour le return to play ou le return to pair? Sur quels critères vous vous basez? Donc pareil, vous allez avoir ce petit questionnaire qui va passer dans les toutes prochaines secondes. Julien, toi, au niveau du coup de cette data antérieure, je sais que c'est quelque chose pour laquelle tu milites depuis longtemps sur le terrain. Pourtant, tu es un kiné vraiment très très terrain. Toi, tu n'es pas un kiné de recherche et de sciences dures. Tu es considéré dans le milieu comme extrêmement hands-on, comme on dit. Et pour autant, ça n'empêche pas d'être très très rationnel dans l'approche. Rationnel et puis effectivement rigoureux parce que et puis pour ceux qui connaissent pas mon histoire personnelle puisqu'on en a parlé et donc une blessure aux deux genoux et je reviens sur ce que disait Kevin, autant on peut pas comparer un genou blessé à un genou déconditionné, autant sur les blessures bilatérales, quel comparatif on a quand on fait des ratios, c'est théoriquement hein, le genou blessé sur le genou sain. Or qu'en est-il finalement effectivement de ce genou sain et puis je pense aussi que pareil pour une cheville, pareil pour une épaule. Donc effectivement, je milite effectivement déjà pour la prise d'informations, de données chiffrées et objectives, de data, puisque c'est pas un réflexe, hein, c'est pas forcément automatique chez nous les kinés de terrain, et on est quand même beaucoup sur du subjectif.
malgré tout, et malgré parce que manque d'accessibilité, manque de formation, manque de temps qu'on peut prendre justement à ces évaluations chiffrées. Un bilan, c'est une séance, etc. Bon. Mais effectivement, je milite beaucoup là-dessus pour qu'il y ait une évaluation et cette évaluation antérieure, en tout cas cette prise de données, donc quand c'est possible avant un potentiel traumatisme, quand on a un suivi avec un sportif, ou en début de prise en charge et régulièrement tout au long de la prise en charge, de manière à confronter les données, à avoir des données qui sont objectives, chiffrées, qui permettent à la fois un feedback aux patients et à la fois un œil très clair et très précis sur le travail réalisé et finalement sur les objectifs à atteindre. Parce que je reviens aussi sur ce que disait Kevin, et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pareil, je milite beaucoup là-dessus, mais de toute façon, les dernières recommandations sur la plupart des blessures vont dans ce sens-là, où effectivement, on n'a plus du tout cette notion de temporalité, on n'a plus des changements de phase à 3 semaines, à 6 mois, etc. On est vraiment d'abord sur des critères cliniques et c'est la validation de ces critères cliniques qui, en général, doivent être évalués de manière objective et quantitative, donc avec des données chiffrées, avec des datas, et qui permettent de passer d'une phase à l'autre, effectivement, sans oublier les délais classiques, un tissu qui doit prendre globalement 21 jours pour cicatriser à plus ou moins une semaine, et d'autres temporalités qui sont immuables, mais on a quand même effectivement ces critères cliniques qui doivent être rigoureusement évalués, quantifiés et chiffrés, et qui nous permettent, nous, raisonnablement, d'emmener notre patient le plus vite possible, le plus loin possible, et dans les meilleures conditions pour le return to play. Ça, pour moi, c'est une évidence. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on soit culturellement à la traîne là-dessus, je dis on parce que je mets les préparateurs physiques dedans. D'un côté, on a les préparateurs physiques qui sont sur la perf, normalement, donc l'empire de la mesure, la perf. On court vite, on court lentement, on soulève lourd, on soulève pas lourd. À un moment donné, on est quand même sur des métriques, on a un réflexe de métriques. De l'autre côté, les kinésithérapeutes qui font appel à l'une des sciences les plus anciennes, sinon la plus ancienne, l'anatomie est probablement la plus stable dans le temps en plus. Quand même, voilà, il y a quand même peu d'évolution sur ce plan-là. Très concrètement, on a mis du temps, et on n'y est toujours pas, à s'emparer de la data pour rationaliser notre approche et objectiver nos critères. Bon, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. J'espère que suite à ce webinaire, ça déclenchera des choses et que vous aurez envie d'aller voir un petit peu l'univers Kinvent. Une des raisons probables à ça, c'est qu'effectivement, la data, elle était un peu complexe d'approche. Elle était complexe à capter d'abord. Et puis quand les capteurs sont devenus, tu l'as dit Kevin, un petit peu plus abordables, même beaucoup plus abordables, il faut ensuite traiter le signal et en faire quelque chose. Et puis une fois qu'on a traité ce signal et qu'on en a fait quelque chose, il faut être formé à le lire et à le comprendre. C'est pour ça que nous, on va déployer avec Kevin et Julien tout un tas de formations sur le sujet pour que vous puissiez vous acculturer à tout ça et pouvoir tirer de l'information. Mais surtout, quand on en a beaucoup, c'est-à-dire qu'on voit, je sais pas, 7, 10 patients par jour, 3, 4 séances de 10 personnes en fitness par jour, on n'a pas le temps physiquement d'exploiter de la data et de se plonger dedans et de trouver des informations pertinentes. Il faut qu'on ait des outils qui le fassent pour nous. C'est aujourd'hui ce qu'apporte vraiment le digital dans notre univers, au-delà des capteurs, c'est cette capacité à gagner du temps sur l'analyse, la prise de décision et tout de suite l'ajustement aux besoins des programmes et des évaluations. Alors, si je regarde un petit peu votre perception de nos critères, je vous ai listé, on vous a listé avec Julien et Kevin un certain nombre de critères qui sont d'égale importance en réalité. Il n'y a pas vraiment de match, c'est pas vraiment le sujet. On se rend compte quand même que des critères comme l'amplitude du mouvement, l'activation ou le chemin moteur prennent le dessus. Ça, j'imagine que c'est plutôt des kinés qui répondent ça. Et puis de l'autre côté, on a la force et la puissance et la pliométrie qui sont des vrais indicateurs pour le coup de return to perf.
Donc là, on a les deux pôles de return to play et return to perf. Ce qui m'interpelle un peu, c'est que peut-être qu'on a influencé encore une fois le questionnaire, parce que le temps et la temporalité tombent à 0%, alors que Julien l'a bien rappelé, il y a des temps de cicatrisation qui, eux, il n'y a pas de magie, hein, ça, on ne pourra pas aller plus vite. Autant deux personnes qui aujourd'hui sont opérées de la même chose, de la même manière, par la même personne, vont peut-être prendre des chemins radicalement différents par leur passif musculaire, par leur passif moteur, par leur volonté. On parlera un peu de psychologie tout à l'heure, mais ce qui est certain, c'est que c'est le protocole par lequel ils vont passer et leur réaction à ce protocole qui va les faire progresser plus ou moins vite. Si on voit le kiné une fois par semaine, eh ben on va progresser de manière très standardisée dans les cases un peu habituelles. Si d'un seul coup, on a un kiné à domicile parce que sa femme elle est kiné ou parce que nous-mêmes on a une connaissance en la matière, probablement qu'on va mettre en place des process beaucoup plus efficaces qui vont nous permettre de gagner du temps. Néanmoins, le tissu est le tissu et sa reconstruction, encore une fois, peut être accélérée de manière très marginale. Et donc le temps reste un critère important à suivre dans les prescriptions. Néanmoins, il me semble qu'on peut parler quand même d'autres paramètres, et notamment la question de la psychologie, hein, Kevin. Exactement. Je crois que déjà, il faut spoiler un peu le questionnaire. C'est qu'en fait, tous les critères qu'on a listés et qui sont disponibles sont des critères potentiellement importants, plus ou moins en fonction des phases. Hein. C'est vrai que au tout début, on va vraiment se focaliser sur le fait de restaurer l'activation musculaire, par exemple, la pattern motrice au moment où on va retrouver une marche ou une course, l'amplitude de mouvement, hein, le fameux flessum au tout début de la guérison du ligament croisé antérieur. Donc voilà, et puis effectivement, on va avoir des critères très 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 importants au niveau de la phase 5 qui sont très souvent basés sur la force ou sur la puissance. Donc on pense au testing isocinétique ou isométrique d'ailleurs. Peu de gens savent que c'est aussi valide l'un que l'autre. Et on arrive effectivement sur la psychologie. Alors qu'est-ce qu'on entend la psychologie? Et puis on a pu voir questionnaire. En fait, on voit dans la littérature un essor et une part grandissante accordée effectivement à ces auto-questionnaires de fonctionnalité ou de préparation psychologique. Et là, on arrive dans une vision assez holistique. Je dirais un mot sur la nutrition juste après, mais effectivement, quand vous êtes un sportif, déjà, vous allez rendre compte, au-delà des métriques testées par le kiné ou par le préparateur physique, dans le meilleur cas de figure, les deux ensemble ont collecté des données et partagent le résultat de ces données et en discutent. Donc, au-delà de ces métriques-là, il va y avoir un questionnaire de fonctionnalité. C'est-à-dire que le sportif, il va vivre sa vie dans son quotidien et ça, on va pouvoir le suivre. Par exemple, on a l'IKDC 2000 dans le cas du genou, où on va évaluer la fonctionnalité du genou dans les activités de la vie quotidienne. Et ça, c'est quantifiable. Et avec les logiciels qu'on a, les applications qu'on a maintenant, c'est assez facile de collecter la donnée, de remplir le logiciel, tout est traité directement. C'est plus la croix et la bannière que moi j'ai subi avec le POMS, pour ceux qui connaissent, où tous les dimanches, il fallait que je me coltine tous les POMS de l'équipe de rugby pour sortir les fameux profils en iceberg ou pas, et quand c'était pas en iceberg, ça allait pas. Donc voilà, je ferme la parenthèse là-dessus, mais on a aussi, par exemple, l'ACL-RSI, qui va plutôt évaluer. Donc là, on n'est pas sur la fonctionnalité dans la vie de tous les jours, on est plutôt sur finalement l'état psychologique du sportif vis-à-vis de sa propre capacité. C'est-à-dire que c'est une auto-évaluation de comment je me sens par rapport à ma capacité. Parce que ce qu'on s'est aperçu, c'est que le niveau de rechute et de risque de reblessure était très augmenté chez des sportifs qui, en fait, physiquement, pouvaient parfois être complètement prêts, mais psychologiquement, ils avaient une appréhension très forte.
Et quand vous avez une appréhension, on l'a tous vécu, on peut tous visualiser ce que ça fait que quelqu'un qui est dans l'appréhension, quelqu'un qui est crispé, quelqu'un qui est sur le retrait, etc. Et ça crée des mauvaises postures de déplacement, ça crée des mauvaises postures de changement de direction, ça crée des crispations neuromusculaires. Et puis voilà, au-delà de tout ça, effectivement, globalement, ce sportif, il va simplement pas être prêt à être dans un environnement chaotique. Hein. Il y avait une très belle publication qui est sortie il y a 1 ou 2 ans, à mon avis, Aurélien, tu l'as vu passer, sur le Return to Chaos, où justement on expliquait à quel point plus ça va, et on est vraiment dans le retour à la performance, c'est-à-dire d'un environnement contrôlé, on est capable de produire sa VMA, son maximum de force et son maximum de puissance. On arrive dans un environnement cognitivement extrêmement diversifié, extrêmement aléatoire, et dans lequel il va falloir réagir de la meilleure façon possible. Dans cet état de stress intense, on pense par exemple au public, vous pouvez imaginer tout un sort de... Et en fait, l'idée de ces questionnaires psychologiques, c'est d'évaluer si cet athlète, il est prêt à se retrouver dans cet environnement chaotique, psychologiquement parlant. Est-ce qu'il va vraiment être capable d'exprimer ce que vous avez évalué à travers les métriques fonctionnelles? Donc ça c'est très très important. Et puis d'une manière, on va dire, je dis juste un mot sur le holistique, mais on parle très souvent kiné, préparateur physique, mais en fait, donc là, je viens d'introduire le rôle potentiellement du psychologue ou du préparateur mental en fonction du besoin, et même au niveau nutritionnel, il y a des choses qui sont sorties récemment avec sur des tissus qui sont non vascularisés, la nécessité de se synchroniser dans les apports de nutriments pour apporter les bonnes choses au bon moment, monter les apports en protéines, apporter du collagène une demi-heure avant la séance, etc., etc. Donc finalement, ce que je veux dire, et j'arrête là de parler, ça fait un moment que je cause, mais c'est de dire que on est vraiment, il faut que ce soit une équipe avec au centre l'athlète, et l'ego, on le laisse au vestiaire pour travailler tous ensemble à un objectif qui est d'amener l'athlète sur le terrain le plus près possible. Hyper intéressant, merci Kevin. Effectivement, on est sur cette approche holistique. Alors pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est holistique, c'est considérer un objet dans son ensemble. Hein. C'est aborder les choses de manière assez transversale, assez globale. Et c'est vrai que c'est finalement une tendance qui est assez récente dans les sciences du sport, qui par nature sont assez scindées au départ. On a d'abord scindé les sciences dures entre elles, hein, la mécanique étant considérée de manière assez séparée de la physiologie dans les approches et même dans la philosophie d'entraînement qui en découle. Et alors, je ne parle pas des sciences dures et des sciences molles. C'est évidemment une erreur fondamentale, peut-être même une absurdité, une forme d'anomalie dans l'approche. C'est nier la complexité de la tâche à laquelle on est confronté. Donc voilà, il faut embrasser ça, être évidemment très ouvert là-dessus, à plus forte raison que rien ne s'oppose. Comme l'a rappelé Kevin, la psycho, c'est mesurable. C'est mesurable, c'est pas si mou que ça au final. Et au contraire, plus on la rattache à des indicateurs physiologiques ou mécaniques, et plus on a d'infos. Et aujourd'hui, la capitalisation de data, ça va aussi, je ne devrais pas dire aujourd'hui, demain, la capitalisation de data va nous amener ça. C'est-à-dire qu'à force de tout mesurer et de tout enregistrer et de tout stocker, ce que va nous amener l'intelligence artificielle, c'est pas un remplacement du coach ou du kiné, pas du tout. C'est une mise en musique de tous ces indicateurs pour déclencher des signaux d'alerte et prendre des bonnes décisions. Et c'est pour ça qu'il faut de la data partout et de la data tout le temps et de la data antérieure. Parce que c'est à force de l'accumuler qu'on va monter en performance. Les pistes d'amélioration, elles sont là. Qu'est-ce que tu penses, Julien, de la globalité? Alors, plusieurs choses. Déjà, effectivement, je pense que tout comme tu le disais, pour te rejoindre aussi dans le milieu de la prépa physique, mais également dans le milieu de la kinésithérapie, on a pris du temps à avoir cette vision justement holistique de prendre le sujet dans sa globalité, dans son entièreté. C'est quelque chose qui était déjà développé chez les ostéopathes, dans le milieu de l'ostéopathie. Effectivement, moi, déjà de l'époque de
de l'époque où j'étais étudiant, on disait bien que on commençait seulement à le dire, on le disait tout doucement, hein, mais on disait que quand on soignait un genou, c'était pas que un genou. Il y avait un patient au bout de ce genou, il y avait un cerveau au bout de ce genou, il y avait de l'affect, il y avait de la psychologie, il y avait de l'appréhension. Et je reprendrai aussi ce terme d'appréhension puisque c'est finalement ce qu'on mesure dans les questionnaires, hein, c'est ce dont se parlait, les questionnaires dont parlait Kevin. Donc effectivement, et ce qui est très drôle aussi, c'est que bon, on y est venu progressivement, un peu par nous-mêmes, et on a eu un changement complet effectivement aussi de notre paradigme hein, en kinésithérapie, avec un nouveau contexte professionnel, une nouvelle formation, avec l'apparition justement de cette partie sciences molles et de ce paradigme qui n'est plus un paradigme clinique, qui n'est plus biomédical comme il l'était avant. Avant, il était axé vraiment sur du biomédical. Et maintenant, on l'appelle même biopsychosocial. Et donc, toute cette partie psychosociaux qu'on rajoute finalement dans notre prise en charge, c'est ce qu'on appelle aussi l'environnement du patient, c'est de prendre en compte justement sa réaction psychologique au traitement. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose aussi pour lequel je milite et qui est venu très progressivement chez nous, mais qui est primordial, effectivement, à prendre en compte. Un petit tips aussi qui peut nous concerner, enfin nous kinés en tout cas, mais qui peut concerner tout le monde sur cette notion d'appréhension. Et je reviens là-dessus parce qu'effectivement, ça me touche particulièrement, pardon, c'est que l'appréhension, on se rend compte qu'elle est d'autant plus forte qu'il y a de la douleur au cours de la convalescence. Et la partie antalgie, donc la partie antalgique, qu'elle soit médicamenteuse, donc ça peut être après la blessure, parce qu'il y a quand même une notion de traumatisme, qui est un traumatisme souvent physique, tissulaire, mais il y a aussi un traumatisme psychique. On a aussi des patients qui vont se revoir la blessure, qui vont rêver de la blessure ou qui vont appréhender justement cette blessure, donc appréhender le fait de se reblesser. Hein, on l'entend souvent, j'ai peur de me reblesser. Donc une espèce de peur qui très souvent est liée avec la douleur. Puisque la douleur, maintenant qu'on l'étudie de plus en plus, et on sait qu'il y a 3 origines de la douleur. Il y a une douleur qui est nociceptive, une douleur qui est neuropathique, mais une douleur aussi qui est ce qu'on appelle nociplastique, et qui est finalement une douleur qui est cérébrale, qui est induite par le cerveau, et qui va justement être enregistrée et qui va déclencher finalement de la douleur pour des phénomènes non douloureux, mais qui ont déjà provoqué de la douleur par le passé. Et ça, c'est ce qui fait naître l'appréhension, et l'appréhension à la reprise du sport. Et donc, ce côté vraiment d'antalgie que j'ai envie de dire préventive, prophylactique, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Et même dans notre discours, la plupart du temps, je pense qu'en tant que sportif, en tant que soignant, on attend toujours d'avoir mal pour prendre un traitement antalgique. Or, quand on est blessé, il faut prendre le traitement antalgique avant, en amont, et il faut prévenir l'apparition de la douleur parce qu'on sait qu'on va souffrir. Et pour le coup, c'est un discours qu'on n'entend pas souvent, mais ça change vraiment de manière très significative, justement la partie return to play, et notamment ça modifie aussi les résultats des tests psychologiques comme le ACLRSI qui est vraiment très clairement basé sur l'appréhension du retour au sport et du retour au terrain. Donc voilà globalement ce que j'en pense, et cette petite astuce hein, de vraiment bien prendre les traitements, même si des fois et toujours on se dit bon, je vais pas quand même trop prendre mes antalgiques, je vais attendre d'avoir mal, ou je vais pas prendre si j'ai pas mal. Et ben non, je pense très honnêtement que c'est quand même une bonne chose quand on sait qu'on va souffrir, quand on souffre parce qu'on est blessé, de bien prendre ces antalgiques pour l'après, et pour accélérer la reprise, et pour améliorer effectivement le côté psychique sur cette blessure. Je pense, si je peux rebondir sur ce que tu dis là, il y a 2 choses intéressantes à dire ici. Un, c'est un fait physiologique. Il faut savoir, pour ceux qui travaillent avec des sportifs de très haut niveau, qu'il a été démontré que le seuil de perception de la douleur chez le sportif de haut niveau est reculé. Donc, exactement. L'apparition d'un signe de douleur chez un sportif de haut niveau, vous pouvez considérer que 20 ou 30% en dessous, une personne s'entraînant beaucoup moins, vous aurez déjà déclenché une alerte. Donc déjà, c'est une chose qu'il faut savoir. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, ça peut être tentant de basculer de l'autre côté quand on sait qu'on a récemment
beaucoup dit sur, notamment par exemple le protocole RISE qui est devenu Peace and Love, etc. Effectivement, l'importance de l'inflammation, etc. Donc il faut qu'on arrive à trouver un sweet spot entre le côté, avant, on prévenait l'inflammation avant même qu'elle arrive, on se gavait d'anti-inflammatoires X ou Y et de glace, et maintenant on dit on respecte le processus naturel. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Voilà, je pense que il faut pas tomber dans l'excès inverse en disant ta cheville ressemble à un ballon, c'est pas grave, on va laisser le processus naturel se faire. Mort là-dedans, ça. Voilà. Complètement d'accord. Et c'est effectivement c'est l'amalgame qu'on fait souvent avec. C'est vrai que l'hématome lésionnel va produire va produire les molécules qui vont être inductrices justement des cellules de la cicatrisation, qui vont fabriquer le collagène et qui vont reconstruire le tissu. Ça, c'est une vérité, mais il faut contenir cette inflammation, et ça, c'est effectivement ce que parfois les gens ne comprennent pas, parce qu'on est un petit peu extrémiste, c'est soit l'un, soit l'autre. Bah non, à un moment donné, il faut aussi se dire que ça peut être gris au-delà d'être blanc ou noir, et puis d'essayer de trouver, comme tu le dis, un juste milieu, et ça, je pense que c'est très, très important que ça ressorte dans nos discours, mais qu'à la fois l'inflammation, elle est pertinente. On a aussi des chirurgiens qui prélèvent l'hématome périfracturaire pour le réinjecter, parce que c'est effectivement dans cet hématome qu'on va retrouver tous les précurseurs de la cicatrisation tissulaire. Donc c'est effectivement quelque chose qui est bénéfique. Mais d'un autre côté, on a tous les côtés néfastes de l'inflammation, comme tu le disais Aurélien, effectivement. Quand c'est gonflé, c'est douloureux. Et cette douleur, effectivement, faut malgré tout la contenir au-delà de l'atténuer ou complètement, quoi. Finalement, si je nous ramène un tout petit peu aux critères, il me semble quand même qu'il y a une question fondamentale, en fait. C'est la question de la fonction. Qu'est-ce que il faut remettre la fonction au cœur, je pense, d'une certaine manière. Si on prend, là, j'appelle peut-être un peu Julien sur la question des ratios. C'est quoi les ratios au fond? C'est un critère, mais bon, qu'est-ce qu'on observe? Alors justement, sur les ratios, ce qu'on observe souvent, c'est un ratio agoniste-antagoniste. Donc c'est deux muscles qui ont une fonction, une physiologie différente sur une articulation. Donc un fléchisseur, un extenseur. Si on reprend le genou, le LCA, on va tester le quadriceps et les ischios. Et en fait, un ratio, c'est quelque part un équilibre qu'on va avoir, un équilibre de tonus ou de force qu'on va avoir donc entre deux muscles qui vont entourer une articulation. Et effectivement, donc je considère, je ne pense pas être le seul, mais je pense que trop souvent, on entend par ratio uniquement un muscle agoniste par rapport à son antagoniste, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a d'autres ratios qui vont être intéressants. Un ratio, c'est un rapport, hein. Donc ce n'est pas forcément un équilibre, une balance d'un agoniste sur un antagoniste, ça va être un rapport, et ça peut être un rapport gauche-droite, un ratio gauche-droite, ça peut être un ratio quadriceps droit sur quadriceps gauche, par exemple. Enfin, en tout cas, on confronte, et également au sein d'une chaîne fonctionnelle, puisque effectivement, Aurélien, ça te parle bien, puisque tu es aussi un expert des chaînes musculaires. Quand on utilise plusieurs muscles au sein d'une chaîne, hein, et puis ce qu'on dit souvent, c'est que au sein d'une chaîne, la force de la chaîne prend donc la force du maillon le plus faible, mais il faut essayer, il faut au maximum que chaque maillon joue son rôle dans la chaîne, puisqu'on va avoir un maillon qui peut être stabilisateur et donner un poids fixe à un muscle suivant, un muscle derrière, qui va développer de la force, effectuer un mouvement, etc. Et donc, on peut aussi considérer des ratios. Par exemple, pour une pubalgie, on peut considérer donc un ratio, par exemple, oblique externe droit, adducteur gauche, par exemple. Oblique externe droit, oblique interne gauche, adducteur gauche. On est sur une chaîne musculaire. On peut imaginer un ratio carré des lombes, moyen fessier. On peut imaginer des ratios de synergie et pas d'antagoniste. Et ça me paraît super important aussi, parce que justement, si j'ai un quadriceps qui est blessé, qu'en est-il de ma chaîne d'extension? Qu'en est-il finalement de toutes mes chaînes fonctionnelles sur lesquelles, séries ou parallèles, dans lesquelles vont participer? Quelles sont les répercussions globales de ce problème en apparence locale? Exactement. On est dans une approche holistique, globalisante. Alors, c'est vrai qu'hier, on était quand même un petit peu coincé sur ces ratios. C'est-à-dire que ce qui nous manquait, c'était des outils, pour le coup, des vrais outils de mesure. Il fallait passer sur des biodex et encore, pour
pour certaines articulations. On parle du LCA, c'est particulièrement confortable, mais déjà, il manque un paquet de muscles impliqués, quand même uniquement sur la flexion-extension du genou, vraiment très très simple. C'est vrai que aujourd'hui, voilà, on sait que sur un muscle controller, par exemple, ou un Link, qui sont des outils très très simples, hein, des capteurs, des dynanomètres très très simples, à prendre en main et à installer, on arrive tout de suite à capitaliser de la data, et il y a quand même énormément d'informations là dehors dans la littérature, et nous on continue à l'alimenter. Ça, hein. J'ai commencé à le faire il y a des années avec Olivier Bollier dans la préparation physique moderne. Hein. Si vous avez lu ce livre qui a quelques années maintenant, vous savez que je parlais déjà énormément de différents ratios et des chaînes fonctionnelles approfondies dans l'art du mouvement, mais on continue à faire des tutos. Avec Kevin, on va sortir bientôt des tutos vidéo sur les différents outils, et les ratios sont évidemment au cœur de tout ça. Julien, j'espère que tu participeras pour nous donner des repères sur des ratios beaucoup plus exotiques, beaucoup moins évidents, Avec plaisir. Pour qu'on puisse armer les gens qui nous écoutent d'un maximum d'outils au-delà de l'outil. Bon, cela dit, si vous voulez commencer à explorer ça et vous équiper, c'est pas des solutions très chères. On va même faire une petite offre ce soir. Je vais demander à Alexis en régie de nous pousser une petite offre qui est limitée à ce soir pour remercier d'avoir passé ce temps-là en live avec nous. Donc, si vous allez dans les offres, vous verrez qu'il y a une réduction qui dure ce soir jusqu'à minuit seulement sur un de nos capteurs et sur la découverte de la solution logicielle qui va avec. Mais vous allez vite vous rendre compte que finalement, c'est des outils très très abordables, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan méthodologique. Tu vas dire quelque chose par rapport à ces ratios, Kevin? Ouais, je vais dire plusieurs choses. Et notamment, j'ai une anecdote croustillante là-dessus. Déjà, ce que je veux dire, c'est à nos utilisateurs, c'est que forcément, vous pensez retour processus par critère. Donc, pour ceux qui ont ouvert un peu la littérature, vous allez trouver du biodex, de l'isocinétisme partout. Et donc, forcément, vous vous dites, moi, dans mon cabinet, il y a 2 raisons à l'isocinétisme pour ne pas l'utiliser, entre guillemets. C'est le prix, le ticket d'entrée, il fait quand même assez mal. Ouais. Voilà. Et puis le deuxième ticket d'entrée, c'est 30-35 minutes si je suis bon, pour tester un patient. Et si on creuse un peu la littérature, pour une reproductibilité, et je tiens à le dire ce soir, c'est-à-dire que les tests isométriques avec des dynamomètres de traction ou des dynamomètres à main, si vous faites correctement le test, ils ont la même reproductibilité que l'ergomètre isocinétique à 50 000 euros. Alors, c'est vrai que ça fait mal quand on se dit qu'on a investi dans un ergomètre à 50 000 euros ou plus pour avoir quelque chose d'hyper reproductible, mais il faut, pour ceux qui connaissent, et moi je l'ai utilisé pendant plusieurs années, il faut strapper de partout, et en fait vous vous rendez compte que moi il m'a fallu 3 à 6 mois pour former ma collaboratrice à l'époque à l'étranger, pour avoir les mêmes résultats, parce que vous avez 6 ou 7 sangles à mettre partout, et au final, si vous ajustez pas exactement comme il faut, vous placez pas le dynamomètre exactement au moment, à l'endroit de l'articulation, etc., vous n'avez pas une reproductibilité si bonne que ça. Donc voilà, c'est une chose. Et la petite anecdote croustillante, c'est que quand on m'a envoyé un athlète indien qui lançait le javelot à l'époque très très bien, tellement bien que à Tokyo, il a été médaille d'or, pour un problème de coude, j'avais un biodex qu'on avait payé avec les annexes pédiatriques 80 000 euros. J'avais un dynamomètre à 700 euros. Devinez ce que j'ai utilisé toutes les semaines pour le tester. J'avais les 2 outils. J'ai utilisé mon dynamomètre à 700 euros, qui était bien moins pratique que le muscle controller. Heureusement que tu avais une petite remise, tu avais bien négocié le biodex. Ouais, il est pas trop cher, mais enfin, ça n'a rien à voir avec le matériel qu'Invent. Bon, ça, c'est peut-être mon côté corporate, mais en tout cas, voilà. C'est bien plus pratique pour des raisons d'ergonomie du dynamomètre. Le fait d'avoir dans la palme de la main, c'est bien plus naturel, alors que y a certains qui sont dans la longueur, là, comme ça, et notamment, j'utilisais ça à l'époque, c'est pas pratique du tout. Mais voilà, c'est pour dire que d'abord, les ratios isométriques, ils existent. Dans la littérature, on sait, par exemple, si vous testez le genou,
quadri ischio, il faut être à 70% quand on est en iso, il faut être à 60% quand on est en iso cinétique. Mais la valeur du ratio, elle est la même. Il faut simplement avoir ce chiffre qu'on sait qu'il faut être au-dessus. Et puis après, effectivement, dans la notion de ratio, on a le LSI, la latéralité qui est évaluée quadriceps droit et gauche, enfin blessé, non blessé. Ben là, on revient finalement en boucle à notre sujet du départ, c'est-à-dire que c'est beaucoup mieux de tester vis-à-vis d'une donnée antérieure prélevée en pré-saison, par exemple, que de tester face à une jambe opposée qui est en train de se déconditionner. C'est pour ça que c'est aussi important, très, très, très important de continuer à conditionner notre athlète. Mais si on a une donnée antérieure au pic de forme de notre athlète, c'est bien mieux de comparer la jambe blessée à elle-même avant. Voilà, c'est beaucoup plus pertinent. Ah oui. Donc, Et donc, je vous donne, pour attaquer un peu le dernier thème qu'on voulait aborder, thème dans le thème, hein, parce que forcément, c'est à tiroir, toutes ces thématiques complexes. C'est le thème du profil force-vitesse, hein, parmi les outils qui nous permettent de comparer et de deux photos dans le temps d'un individu. Il y a le profil force-vitesse dont vous m'entendez assez régulièrement parler, puisque effectivement ça fait partie de mes travaux de recherche avec Jean-Benoît Morin. Là aussi, on a des outils qui deviennent extrêmement rapides à utiliser. La plateforme de force, tu l'as dit, Kevin, on est effectivement passé à plusieurs dizaines de milliers d'euros à quelques milliers d'euros pour un outil qui est l'étalon or de l'impulsion motrice, hein, ni plus ni moins. C'est le Dow Jones quand on cherche à mesurer un saut ou une impulsion, quelle qu'elle soit. Voilà, aujourd'hui, ces outils-là, ils se démocratisent. Et c'est vrai que c'est très rapide d'obtenir un profil force-vitesse pour quelqu'un qui sait créer de la vitesse, justement. Alors, si on reste sur les membrnes, on va parler de squat jump, donc de squat sauté avec une charge additionnelle, et donc exprimer des vitesses absolues à différents niveaux de force. Très clairement, au départ, il vous faut 15 sauts, hein, quand vous êtes débutant ou sur un jeune joueur. Sur des vrais spécialistes, en 2 sauts, on a une corrélation, d'ailleurs c'est validé, hein, on a une très belle corrélation. Moi, j'arrive en 3 sauts systématiquement à avoir mon profil de manière extrêmement stable dans le temps. Ça prend quelques secondes. Je veux dire, ça vient dans votre protocole d'entraînement en puissance. Régulièrement dans l'année, vous prenez une petite photo, on voit où ça en est, ok, on a cette puissance max là, on a cette force absolue là, ce F0 là, ce V0 là, très bien, j'ai ce rapport force-vitesse dans le temps, très bien, très intéressant. Je le garde parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Soit j'ai besoin tout de suite d'ajuster mon entraînement parce que ça y est, je puise plus ma puissance dans la vitesse que je le voudrais, tout un tas de raisons, donc il est temps de réorienter un petit peu l'entraînement. Mais si on est sur vraiment cette notion de return to perf, alors lorsque je suis sorti de ma phase de réhabilitation, ça y est, je suis apte à jouer, je suis très avancé dans ma réathlétisation. Maintenant, à la question, est-ce que je suis apte à performer? Et un des indicateurs, c'est de vérifier à ce moment-là, puisque ça y est, j'ai le droit de sauter, j'ai le droit de charger, j'ai le droit de faire de la triple extension, et ça y est, c'est de regarder où j'en suis par rapport à mes paramètres d'origine, à la photo que j'avais prise avant. Mais ça renvoie à ce que dit Kevin depuis le début, c'est qu'il faut avoir pris une photo avant. Il faut de la data antérieure, sinon on ne compare à rien du tout, on ne sait pas vraiment où on en est. Et là, on peut se dire, ok, j'ai un profil qui match, voire qui surpasse celui d'avant. Peut-être que sur toutes les activités explosives de triple extension sur les membres inférieurs, pour reprendre mon exemple, là, je vais pouvoir réengager très fortement. Vous voulez réagir, les gars, sur ce profil force-vitesse? Je pense que ça, ce profil force-vitesse, il est très intéressant dans le sens où il nous permet aussi d'individualiser l'entraînement, hein, comme tu l'as mentionné. Et c'est une évolution aujourd'hui, ça fait partie des évolutions dans l'entraînement où on vient avoir une photo de l'athlète de plus en plus précise. Après, effectivement, l'avantage de ce profil force-vitesse, moi, ce que j'aime bien,
qui est pas forcément le cas avec d'autres tests qui sortent un peu régulièrement, c'est qu'on sait quoi faire. Voilà. En fonction de comment on est positionné sur ce profil fort vitesse, ça a une relation directe avec ce qu'on peut faire sur l'entraînement. Donc ça c'est très intéressant. Et puis si je rebondis, mais c'est par extension parce qu'on parle beaucoup de data. Voilà, et moi ça me fait rebondir sur le rôle de l'athlète et le rôle de l'éducation qu'on fournit à l'athlète, aux patients en général, hein, et au rôle que prend de plus en plus le patient ou l'athlète dans le processus d'entraînement, dans la compréhension. C'est-à-dire que ce profil, il est pour vous en tant que professionnel, mais il est aussi pour l'athlète, pour comprendre pourquoi il fait quoi. Et ça, c'est un élément pour moi qui me paraît essentiel dans le fait que l'athlète soit dans son processus. Et je dis ça, et quand je dis ça, je pense notamment à une athlète de lutte que j'ai vue se faire réopérer du ligament croisé, etc. Et c'est des choses qui touchent parce que vous la croisez dans le couloir, en larmes, et là, vous sentez la solitude de l'athlète face à... Parce qu'elle faisait pas partie du processus. Ce que je peux en dire, j'en dirai pas plus sur ce cas de cette athlète particulière, mais elle ne faisait pas partie du processus. Donc, quand on a autant de données, quand on a des photos aussi précises, quand on a bien compris, il ne faut pas oublier d'accrocher l'athlète à tout ce processus, de manière à ce que, sans comprendre forcément le détail du détail de ce qu'on est en train de faire, il faut l'emmener avec vous. Moi, très rapidement, le profil force-vitesse, il est primordial pour orienter à la fois la rééducation et la réhabilitation. La seule chose qu'on peut en dire au niveau des kinés, c'est qu'on est assez peu sensibilisé à ça, et même au renforcement musculaire en général, que notre formation initiale, elle est assez pauvre, et que dans justement une collab entre prépa et kiné, je pense qu'on est quand même clairement plus sur le terrain des prépas. Maintenant, voilà, encore une fois, ça n'empêche pas d'aller voir ce que c'est. Et j'encourage les kinés à se former, notamment sur les spécificités de la rééducation et de la préparation physique, parce que notre formation initiale, elle est beaucoup trop pauvre sur, en tout cas, le renforcement musculaire en général. Donc voilà, mais c'est un outil primordial et ça oriente effectivement, ça nous permet d'orienter chez le sportif. Enfin, on peut pas ignorer cet élément si on prend en charge des sportifs. Ça nous permet d'orienter tout notre travail en amont. Hein. Donc voilà, je vais pas en dire plus puisqu'effectivement c'est plus votre domaine. Passionnant, merci pour ce point de vue hyper ouvert, Julien. Alors, pour peut-être un peu conclure, je vais essayer de nous résumer sur les 3 idées fortes de ce soir. Je voudrais juste vous rappeler que vous avez un certain nombre de fichiers qui sont à disposition au téléchargement dans la partie Files. Là, si vous allez voir, on vous a mis quelques études, un peu de science derrière tout ça. Vous avez aussi une offre pour ceux qui nous auraient rejoints en cours de route qui se termine ce soir à minuit pour découvrir un tout petit peu l'univers Kinvent et la mesure accessible. Donc, ce qui paraît vraiment important, c'est l'antériorité de la data, le réflexe de mesure et de prise de repère. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais que vous dégagez de ce webinaire et que vous emmeniez avec vous. Le deuxième élément, c'est de passer d'une réhabilitation basée sur le temps à une réhab par critère. La temporalité, clairement, n'existe pas. C'est un critère parmi d'autres. Et puis, l'approche globale, holistique des choses. Je pense qu'il faut plus que jamais accepter la complexité du challenge qui nous est proposé. Vraiment, c'était hyper enrichissant. Merci Kevin, merci Julien. Vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont l'un et l'autre actifs, l'un et l'autre créatifs. Moi aussi, vous pouvez évidemment me retrouver sur les différents réseaux. Vous savez que je suis particulièrement actif aussi. Je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis ce soir. Il y aura évidemment un replay. Et puis à bientôt pour des nouveaux webinaires Kinvent. C'était le premier d'une longue série pour les kinés, les préparateurs sportifs et les coachs en tout genre. À très bientôt. Merci Aurélien, à bientôt à tous. Merci Aurélien, merci Kevin, à bientôt.